Bonjour à tous. Donc à mon tour d'avoir 6 minutes seulement pour essayer de vous convaincre de ne plus vous réveiller la nuit. Euh, Peut-être que ça vous arrive le matin de vous faire challenger quand vous êtes en salle de cathétérisme et que vous n'êtes pas réveillé la nuit pour faire les examens coronarographiques demandés par les réanimateurs. Et donc contextuellement, en France, c'est 50 000 arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Jusqu'en 2017, on avait des études observationnelles et des études de registre uniquement, aucune étude randomisée, avec des taux de survie de l'ordre de 10 à 15% selon les séries. L'étiologie principale reste la coronaropathie, plus de la moitié des cas, mais pas toujours et pas plus fréquemment des lésions coronaires aiguës. Le papier de Christian Spalding, publié en 1997 dans le New England, laisse présager que la survie est augmentée chez ces patients en cas de stratégie invasive associée à l'angioplastie. Et donc je pense que dans cette population, il faut se poser la question des avantages et des inconvénients de réaliser une coronarographie d'emblée. Bien sûr, on imagine que si on la réalise dans un délai très court, on peut avoir une prévention de l'ischémie myocardique, une amélioration de l'hémodynamique qui peut améliorer la perfusion cérébrale. Mais on peut aussi avoir des complications de type insuffisance rénale, de type thrombose de stent parce qu'on n'a pas le traitement antiplaquettaire adéquat, ou saignement parce qu'on a un traitement antiplaquettaire trop intensif initialement. On peut avoir un retard diagnostique si l'arrêt cardiaque n'est pas de cause coronaire. On peut avoir un allongement du délai de mise en place d'une hypothermie thérapeutique. Et on peut avoir aussi une aggravation d'une autre cause d'arrêt cardio-respiratoire, notamment on pense aux hémorragies cérébrales. Je pense qu'il faut définir deux populations au sein des patients qui sont admis pour un arrêt cardiaque extra-hospitalier ressuscité. Dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu ST+, avec un électrocardiogramme identifié comme tel ou un équivalent, un bloc de branche gauche de novo. Les choses sont assez simples. Il y a 80% d'occlusion coronaire aiguë dans les études observationnelles. Il semble un petit peu difficile dans cette population de réaliser des études randomisées pour des problèmes évidents d'éthique. On sait que la survie et le pronostic neurologie sont augmentés dans ces études en cas de prise en charge invasive. Et donc, les recommandations de 2017 de l'ESC et les recommandations américaines sont en faveur d'une prise en charge immédiate chez ces patients. En ce qui concerne l'autre groupe de ces patients, ceux qui ne présentent pas de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST, il y a des études randomisées qui sont arrivées récemment, publiées depuis 2017, et j'ai choisi, du fait du timing, de vous parler des deux plus importantes en termes d'effectifs. La première, c'est COACT, qui a été publiée dans le New England en 2019, un effectif de 550 patients, rythme choquable à l'admission. Les patients qui ont été ressuscités et qui sont comateux quand ils sont pris en charge. Étaient exclus les patients qui étaient assez graves en état de choc ou avec des comorbidités importantes, insuffisance rénale sévère. Caractéristiques de base dans les deux groupes coro immédiate ou coro retardée identiques. On voit que dans le premier groupe, 97% des patients ont bénéficié de l'angiographie dans les 2,3 heures en moyenne. Et puis dans le groupe retardé, 65% des patients uniquement dans un délai de 121 heures. On voit que dans une minorité de cas, il y a des lésions aiguës, et que dans 33 et 6% des cas, on propose une revascularisation dans le groupe angiographie immédiate, et dans 30-35% des cas seulement dans le groupe angiographie retardée. Le critère primaire, c'était la mortalité à 90 jours. Il n'y a aucune différence entre les deux groupes en termes de survie à 90 jours. Quand on regarde les critères secondaires, on voit qu'il n'y a pas de différence non plus en termes de pronostic neurologique à 90 jours et à distance. Pas de différence non plus en termes de saignement. La seconde étude, plus récente, c'est Tomahawk, qui a été publiée en 2021 dans le New England également, présentée par l'équipe allemande à l'ESC l'année dernière, et qui est un effectif aussi de 554 patients. La différence avec l'étude précédente, c'est que le rythme était choquable ou non à l'admission, caractéristique de base identique, environ 55% des patients qui avaient un rythme choquable. Coronarographie, 95% des patients dans le groupe Canro immédiate, dans un délai de moins de 3 heures, et puis 62% seulement dans l'autre groupe, dans un délai de 46 heures. Des lésions coupables identifiées dans l'ordre de 40% des cas, et une angioplastie réalisée dans l'ordre de 40% des cas également.
Et dans ces deux groupes, de la même façon, la mortalité à 30 jours cette fois-ci, il n'y a pas de différence significative. Et quand on regarde les critères secondaires à 30 jours également, le critère composite de mortalité toute cause ou de déficit neurologique sévère est significativement un peu plus important dans le groupe qui a bénéficié d'une coronarographie d'emblée. Dans l'analyse en sous-groupe, il n'y a pas de différence que le rythme initial soit choquable ou non. Et donc les guidelines de 2020 en ce qui concerne les managements des syndromes coronariens aigus non ST compliqués d'arrêt cardiaque, c'était basé sur COACT et sont renforcés par les résultats de l'étude Tomahawk et considèrent que la coronarographie peut être proposée de façon retardée et non urgente. Je pense que pour terminer, on peut envisager une ABAC de prise en charge de ces patients. Donc on parle des patients qui présentent un arrêt cardiaque extra-hospitalier, qui ont été réanimés avec une reprise d'activité cardiaque spontanée, qui sont comateux. C'est les patients qui sont dans ces deux études principales. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres études avec des effectifs plus petits. Que le rythme soit choquable ou non à l'admission. Et bien entendu, en ayant éliminé toute cause extracardiaque évidente, que ce soit traumatique ou que ce soit cérébrale, neurologique. Je pense que dans ces patients-là, il faut identifier les patients qui vont bénéficier d'une prise en charge immédiate, les STEMI ou équivalents, et qui doivent motiver une coronarographie d'emblée avec angioplastie si besoin, et puis dans un second temps, d'une hypothermie, ou en tout cas d'une lutte contre l'hyperthermie et d'une admission en réanimation avec le traitement médical optimal. Et puis dans les autres cas, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas de sus-décalage du segment ST à l'électrocardiogramme lors de la récupération de l'activité cardiaque, il faut préférer une coronarographie retardée avec neuroprotection dans un premier temps, admission en réanimation et puis coronarographie dans un second temps, bien entendu à l'exclusion des patients qui ont une instabilité hémodynamique, des épisodes ischémiques récidivants ou des troubles du rythme menaçants qui doivent faire avancer le délai de la coronarographie. J'ai rajouté une case qui est celle des patients qui ont un mauvais pronostic, avec no-flow, low-flow prolongé, des critères biologiques assez critiques, une acidose marquée et intense, qui ont un âge élevé, qui ont des comorbidités, où on peut se poser la question, et peut-être que les réponses arriveront un peu plus tard avec les résultats des études suivantes et avec les méta-analyses. On pourrait proposer éventuellement pas de coronarographie du tout dans le temps hospitalier, traitement de neuroprotection, traitement médical des soins habituels de réanimation et pas de coronarographie dans le temps hospitalier. Voilà, je vous remercie de votre attention.